Tu sais, il y a des vidéos qu'on a tous vues passer. On les lance en vitesse, entre deux rendez-vous, dans la voiture ou le soir quand on est rincé, et on se dit oui, c'est inspirant, on like, on partage parfois, et puis la vie reprend son cours. Et 2 jours après, il ne reste rien, absolument rien, à part une impression vague d'avoir pris une dose de motivation. Et puis, il y a cette vidéo-là, le discours de l'amiral McRaven. If you want to change the world, start off by making your bed. Tu l'as peut-être déjà vu 10 fois et en plus sur tous les réseaux sociaux ou à peu près. Et c'est précisément pour ça que je veux la reprendre aujourd'hui, une fois de plus. Parce que la plupart des versions de cette vidéo sur YouTube la traitent comme une vidéo de motivation. Tu sais le format classique, une musique épique, des images de militaires, 2 ou 3 phrases qu'on surligne. Et honnêtement, ça marche, ça fait du bien. Sauf qu'il y a un problème, ça ne te donne pas une méthode, ça te donne une émotion. Et moi ce que je veux faire ici c'est différent. Tu sais que mon sujet, c'est le leadership et que j'y consacre mes recherches pour ma thèse. Je veux donc te montrer que ce discours n'est pas une simple dose de mindset, c'est un système de leadership. Un système complet, construit et logique. Et surtout, un système applicable à tout le monde, que tu sois manager, dirigeant, entrepreneur, parent, étudiant, sportif, élu, agent public, ou simplement quelqu'un qui veut reprendre le contrôle sur sa vie et sur sa trajectoire. Là, ça te concerne. Parce que ce que McRaven décrit, ce ne sont pas des exploits, ce sont des mécanismes. Et les mécanismes, ça se comprend, ça se traduit et ça se met en pratique. Donc je vais te proposer un format très simple, très fluide et franchement plus utile que la plupart des montages qu'on voit habituellement. Je vais le laisser parler. Je vais laisser McRaven dérouler ses 10 leçons dans son ordre, avec ses images, avec son rythme. Et à chaque fois qu'il pose une règle, un geste, une scène, une métaphore, je coupe. Je reviens à toi et je traduis avec des clés de lecture qui t'ont peut-être échappé, mais qui renforceront l'impact de ton management si tu les comprends à travers mes explications. Mais attention, pas une traduction de mots, une traduction de leadership. Concrètement, je vais t'expliquer ce que ça veut dire dans une équipe, ce que ça veut dire dans une journée de travail, ce que ça veut dire quand tu dois décider sous pression, et ce que ça veut dire aussi dans ta vie à toi, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu as l'impression que tu t'épuises pour des résultats qui ne viennent pas, ou quand tu subis quelque chose d'injuste. Et je vais ajouter quelque chose qui, à mon avis, est la vraie différence entre une vidéo motivation et une vidéo leadership. Je vais te donner les garde-fous. Parce qu'un bon conseil, mal compris, peut devenir une mauvaise injonction. Et je ne veux pas te fabriquer une culpabilité de plus. Je ne veux pas que tu ressortes en te disant « je ne suis pas assez discipliné, pas assez fort, pas assez ceci, pas assez cela ». Je veux que tu ressortes avec une lecture adulte, solide et surtout actionnable. Et si tu te dis « ok, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Je connais déjà le discours ». Eh bien voilà ma promesse. À la fin de cette vidéo, je vais te donner une clé de lecture simple que tu pourras réutiliser partout. Sur un livre de management, sur une conférence, sur un conseil qu'on te donne, sur une situation de crise, sur une période de doute, sur un moment où tu dois reprendre la main. Une clé qui transforme n'importe quelle belle phrase en plan d'action. Et c'est ça qui manque dans 90% des contenus qui tournent en boucle sur Internet à ce sujet. Je vais même te dire un truc tout de suite. Ce discours, ce n'est pas 10 conseils. C'est une séquence et l'ordre change tout. McRaven parle de faire son lit, de requin, debout, d'une cloche. Ça peut donner l'impression d'un enchaînement d'histoires, un peu comme des anecdotes fortes qu'on aligne les unes après les autres. Mais si tu regardes vraiment, tout s'emboîte. Chaque leçon prépare la suivante. Et l'ensemble construit une progression. D'abord ce que tu dois maîtriser en toi, ensuite ce que tu dois construire avec les autres, et enfin ce que tu dois être capable d'incarner quand ça devient difficile. Et ça c'est du leadership, pas du boost, pas du go go go, du leadership. Donc voilà comment on va faire. Je te laisse écouter la première leçon, et dès qu'il a fini, je reviens, et je te préviens tout de suite, ce qu'il raconte avec ce lit. Ce n'est pas une histoire de rangement, ce n'est pas une histoire de discipline militaire, c'est une histoire de crédibilité, de fiabilité, de rapport à soi-même. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi beaucoup de gens veulent être courageux, être inspirants, être leaders, mais s'écroulent sur les fondamentaux. Parce qu'en réalité, on ne commence pas par le courage, on commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Allez, écoute bien, et juste après, on décortique ça ensemble. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. If you make your bed every morning,
you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Ok, là tu viens d'entendre un truc que tout le monde croit comprendre. Fais ton lit, commence par une petite tâche. Et beaucoup de gens s'arrêtent là, avec une lecture un peu développement personnel. Sauf que ce que McRaven est en train de te donner, ce n'est pas un conseil de rangement, c'est une loi de leadership. Parce que le vrai sujet, c'est celui-ci, la crédibilité. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui parle bien, ce n'est pas quelqu'un qui motive bien. Un leader, c'est quelqu'un dont on dit il est fiable et on peut s'appuyer sur lui. Et la fiabilité, elle ne se décrète pas, elle se prouve. Elle se prouve par de petites choses répétées, tenues et propres. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est constant. Quand il dit « If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right », il est en train de te dire « Si tu n'es pas solide sur les fondamentaux, tu t'effondres quand l'enjeu monte. » Et en management, c'est exactement pareil. Tu peux avoir une vision, une stratégie, une belle communication. Si au quotidien, tu n'es pas fiable sur 3 ou 4 bases simples, ton équipe finit par ne plus te croire. Et quand l'équipe ne te croit plus, tu peux parler autant que tu veux, ça ne suffit plus, tu brasses du vent. Donc la première leçon, la vraie, c'est celle-ci. Commence par installer une preuve de constance. Pas pour te motiver, pour te gouverner. Parce qu'avant de diriger les autres, tu dois être capable de te diriger toi-même. Et je vais être très concret, ton lit, ce n'est pas forcément un lit. Ton lit, c'est un petit acte non négociable qui envoie un message à ton cerveau. Aujourd'hui, je tiens ma ligne. Ça peut être une revue de tes priorités en 3 minutes. Ça peut être une micro-préparation avant une réunion. Ça peut être un message clair envoyé à quelqu'un. Ça peut être ton carnet de bord de fin de journée. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit simple, faisable et surtout reproductible. Et maintenant le garde-fou. Parce que c'est là que beaucoup se plantent. Cette leçon ne veut pas dire « sois dur avec toi, sinon tu ne vaux rien ». Ce n'est pas une injonction à la perfection. Ce n'est pas un concours de discipline. C'est une logique de stabilité. Les jours où tu vas bien, tu fais ton geste. Et les jours où tu vas mal, tu fais ton geste aussi, mais en version minimale. Parce que le but n'est pas de te juger, le but est de te construire un point fixe. Et tu vois le détail important à la fin. A made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. Ça c'est puissant. Il ne te promet pas une vie facile, il te donne une façon de rester debout quand ça tangue. Un acte simple qui te rappelle que tu peux agir. Donc si tu veux jouer le jeu, fais-le vraiment. Choisis ton lit, à toi, un geste de constance, un seul, et tiens-le 7 jours. Pas pour te prouver que tu es fort, pour prouver que tu es fiable. Allez, ça c'était le premier étage, et maintenant, tu vas voir la suite. Parce que là, il bascule du moi vers nous. Il va te montrer un truc que beaucoup de leaders oublient. Tu ne changes rien tout seul. Écoute bien la leçon du bateau, parce que c'est là que commence la cohésion. During training, the students are all broken down into boat crews. Each crew is 7 students, 3 on each side of a small rubber boat, and 1 coxswain to help guide the dinghy. Every day, your boat crew forms up on the beach and is instructed to get through the surf zone and paddle several miles down the coast. In the winter, the surf off San Diego can get to be 8 to 10 feet high, and it is exceedingly difficult to paddle through the plunging surf unless everyone digs in. Every paddle must be synchronized to the stroke count of the coxswain. Everyone must exert equal effort, or the boat will turn against the wave and be unceremoniously dumped back on the beach. For the boat to make it to its destination, everyone must paddle. You can't change the world alone. You will need some help. And to truly get from your starting point to your destination takes friends, colleagues, the goodwill of strangers, and a strong coxswain to guide you. If you want to change the world, find someone to help you paddle. Là, tu l'as remarqué, il vient de changer de registre. La première leçon, c'était moi. La constance, la fiabilité, le socle. Et là, il passe à nous. Et c'est une bascule que beaucoup de leaders ratent. Parce que dans la vraie vie, on adore croire qu'on va tout porter, qu'on va tout gérer, qu'on va être celui ou celle qui compense, qui sauve, qui tient. On est tous des super-héros. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et McRaven, il te dit l'inverse. Et il te le dit avec une image parfaite. Le bateau. Ce bateau, ce n'est pas l'esprit d'équipe au sens gentillet du terme. C'est une mécanique. Il dit
Every paddle must be synchronized. Chaque coup de rame doit être synchronisé. Et ça, en management, c'est la définition de la cohésion. Ce n'est pas s'entendre, ce n'est pas être sympa, c'est avancer au même rythme, vers le même cap, avec le même effort visible, tous ensemble. Tu peux avoir les meilleurs individus du monde, si chacun rame à son propre tempo. Ton bateau n'avance pas. Il tourne, il se désaxe, il se retourne dans la vague potentiellement. Donc la question n'est pas « est-ce que mon équipe est compétente ?» La question c'est « est-ce que mon équipe est synchronisée ?» Et là, tu as un détail essentiel dans son récit. Le coxswain, le barreur, celui qui donne la cadence. Dans une équipe, le leadership c'est souvent ça, donner le rythme. Pas faire à la place, donner le rythme. Un rythme de communication, un rythme de décision, un rythme de priorité, un rythme de rétex, les fameux retours d'expérience, ou encore un rythme de coordination. Et quand le rythme n'existe pas, chacun invente le sien. Et quand chacun invente le sien, tu crées de la confusion. Et la confusion, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance, mais aussi de la sérénité. Donc traduction très concrète pour toi, demain matin, si tu veux plus de cohésion, ne commence pas par un grand discours sur les valeurs. Commence par une synchronisation simple. Pose 3 choses. Premièrement, le cap du moment. Qu'est-ce qui est prioritaire cette semaine, et pas dans l'absolu, mais maintenant. Deuxième point, la cadence. Quand est-ce qu'on se parle? Quand est-ce qu'on s'aligne? Quand est-ce qu'on corrige? Même 10 minutes bien placées peuvent changer la dynamique d'une équipe. Troisièmement, ce sera l'effort équitable. Pas l'égalité parfaite, l'équité visible. Parce que dans un bateau, si 2 rament comme des fous et que 3 se laissent porter, tu crées une injustice interne. Et l'injustice, ça casse la cohésion plus vite que la fatigue. Maintenant le garde-fou, parce que là aussi il y a un piège. Chercher la cohésion ne veut pas dire écraser les individus. Ça ne veut pas dire non plus tout le monde pareil. Ça ne veut pas dire taisez-vous et ramez. La cohésion, ce n'est pas l'obéissance, c'est l'alignement. Et un bon leader, un bon barreur fait 2 choses en même temps. Il donne la cadence et il écoute le bateau. Parce que si tu forces une cadence irréaliste, tu casses les gens. Et si tu n'imposes aucune cadence, tu laisses le chaos s'installer. Donc la leçon est simple, tu ne changes pas le monde seul. Mais surtout, tu ne changes pas le monde avec des gens motivés. Tu changes le monde avec des gens synchronisés. Et maintenant, tu vas voir la 3e leçon. Elle est redoutable, parce qu'elle touche un biais humain énorme. On juge trop vite. Il va te raconter l'histoire des Munchkins, les petits gabarits. Et tu vas comprendre un truc essentiel en leadership. La valeur réelle n'a souvent rien à voir avec l'apparence. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. Ici, McRaven met le doigt sur un truc qui détruit les équipes sans qu'on s'en rende compte. La manière dont on juge la valeur des gens. Parce que spontanément, on confond ce qui se voit avec ce qui compte. On confond la présence, la taille, l'assurance, la voix qui porte, le charisme, avec la performance réelle, la solidité, l'endurance, la fiabilité. Et quand tu fais ça, tu te trompes de personne, tu donnes de la place au bruit, tu sous-estimes le fond. Ce qu'il raconte avec ses Munchkins, c'est une histoire de leadership très dure, mais très utile. Une équipe ne gagne pas grâce à l'apparence de puissance. Elle gagne grâce à la puissance réelle. Et la puissance réelle, c'est souvent invisible au premier regard. Dans une organisation, ça se traduit partout. Dans les recrutements, dans les promotions, dans les distributions de la parole en réunion, dans qui on écoute quand ça chauffe, dans qui on choisit pour porter un projet délicat. Si tu mesures les gens avec les mauvais critères, tu fabriques 2 choses à la fois. Tu perds des talents et tu crées une injustice. Et une injustice, même silencieuse, finit toujours par coûter cher. En engagement, en confiance, en énergie et en fidélité. Donc la traduction opérationnelle pour toi, elle est simple. Change ton outil de mesure. Ne mesure plus qui impressionne, mesure qui tient.
Qui est constant? Qui livre? Qui est fiable quand c'est ingrat? Qui est solide quand c'est flou? Qui progresse quand ça rate? Et ça vaut aussi dans la vie personnelle. Parce que parfois, on se juge soi-même avec les mauvais critères. On se compare à des gens plus visibles, plus rapides, plus spectaculaires. Et on oublie que la vraie force, c'est la constance, pas l'effet de scène. Et là aussi, il y a un garde-fou, parce qu'il y a un contresens possible. Mesurer au cœur ne veut pas dire être gentil ou tout accepter. Ça ne veut pas dire l'intention suffit. Ça veut dire juger la valeur sur des preuves de fiabilité, de courage, d'effort, de loyauté au collectif. En clair, le cœur, oui, mais le cœur qui agit, pas le cœur qui parle. Et si tu veux un test très concret à appliquer dès demain, ou peut-être même dès aujourd'hui, prends une réunion ou une situation de travail. Observe à qui tu donnes spontanément du crédit. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je le crois parce qu'il est impressionnant ou parce qu'il a prouvé sa fiabilité? Et si tu fais juste ce réglage-là, tu changes déjà ta façon d'être un leader. Ok, jusque-là, tu vois le fil. On a la constance, puis la cohésion. Et maintenant, la justice de jugement. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi c'est indispensable avant d'aborder la partie la plus difficile du discours. L'injustice, l'échec, et ce qu'on fait quand la vie devient très dure avec toi sans raison. Écoute bien la suite. Il va te parler de l'inspection d'uniforme et du sugar cookie. Et ça, c'est une leçon que beaucoup de managers n'ont jamais apprise, alors qu'elle change tout dans la posture du chef. Several times a week, the instructors would line up the class and do a uniform inspection. It was exceptionally thorough. Your hat had to be perfectly starched, your uniform immaculately pressed, your belt buckle shiny and void of any smudges. But it seemed that no matter how much effort you put into starching your hat, or pressing your uniform, or polishing your belt buckle, it just wasn't good enough. The instructors would find something wrong. For failing the uniform inspection, the student had to run, fully clothed, into the surf zone, then wet from head to toe, roll around on the beach until every part of your body was covered with sand. The effect was known as a sugar cookie. You stayed in the uniform the rest of the day, cold, wet, and sandy. There were many a student who just couldn't accept the fact that all their efforts were in vain, that no matter how hard they tried to get the uniform right, it went unappreciated. Those students didn't make it through training. Those students didn't understand the purpose of the drill. You were never going to succeed. You were never going to have a perfect uniform. The instructors weren't going to allow it. Sometimes, no matter how well you prepare or how well you perform, you still end up as a sugar cookie. It's just the way life is sometimes. If you want to change the world, get over being a sugar cookie and keep moving forward. Là, on arrive sur une leçon qui, si tu la comprends mal, peut devenir toxique. Et si tu la comprends bien, par contre, ça peut devenir une force immense pour toi. Parce qu'il te parle d'un truc que tout le monde vit, tôt ou tard. L'injustice. Tu fais bien, tu te prépares, tu bosses, tu fais les choses proprement, et malgré ça, tu te prends une claque. Une grosse claque. Un reproche injuste, une décision absurde, une règle qui change, un effort non reconnu. C'est souvent ça. Et tu te retrouves couvert de sable, comme il dit. La plupart des gens, à cet endroit-là, basculent dans deux pièges. Le premier piège, c'est l'amertume. C'est injuste, donc je me ferme, je deviens un cynique et je fais le minimum. Deuxième piège, l'obsession de la perfection. Si je travaille encore plus, si je contrôle tout, si je deviens irréprochable, on ne pourra plus m'atteindre. Et les deux pièges te détruisent. L'amertume te détruit de l'intérieur. La perfection te détruit par épuisement. Ce que McRaven dit ici, c'est autre chose. Il dit « tu ne maîtriseras pas tout ». Et surtout, ne confonds jamais une injustice avec ta valeur. Ça, c'est du leadership de haut niveau. Parce qu'un chef dans la vraie vie se prend des sugar cookies tout le temps. Tu prends une décision courageuse, on te le reproche. Tu protèges ton équipe et on te dit tu es trop bienveillant. Tu fais passer le fond avant la forme et on te le renvoie à la figure systématiquement. Et là, la question n'est pas est-ce que c'est juste? Parce que parfois, non, ce n'est pas juste. La vraie question c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Comment j'avance? Est-ce que je suis assez résilient? Et c'est là que son image est brillante. Quand il dit « Get over being a sugar cookie and keep moving forward ». Ça ne veut pas dire « avale tout ». Ça ne veut pas dire « laisse les gens t'écraser ». Pas du tout, loin de là. C'est même carrément le contraire. Ça veut dire « ne reste pas collé à l'humiliation ». Ne reste pas collé à l'injustice. Ne laisse pas une scène te voler ta trajectoire. Tu peux reconnaître que c'est injuste. Tu peux peut-être même être en colère, c'est normal. Mais tu ne t'installes pas dedans. Tu reviens à l'action dès que possible. Traduction management très concrète. Quand tu prends une claque injuste, tu fais 3 choses et dans cet ordre. D'abord, tu te recentres sur ce qui dépend de toi. Qu'est-ce que je contrôle ici, maintenant? Même les plus petites choses. Ensuite, tu protèges ton équipe de la contamination. Parce que l'injustice, ça se propage très vite.
Ça crée du cynisme et ça casse la cohésion. Et un chef, c'est aussi quelqu'un qui empêche le cynisme de devenir la norme. Enfin, tu transformes en apprentissage. Pas en je me remets en cause sur tout, mais en apprentissage ciblé. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce que je refuse? Pourquoi pas? Maintenant, un garde-fou très important. Et je veux que tu l'entendes bien. Get over it ne veut pas dire tais-toi. En entreprise, dans l'administration, dans vos organisations, dans une équipe quelle qu'elle soit, il y a des injustices qui doivent être nommées. Il y a des dysfonctionnements qui doivent remonter. Et il y a des comportements toxiques qui doivent être stoppés et stoppés net. Donc la nuance, elle est là. Tu peux contester sans te consumer. Tu peux poser une limite sans devenir amer. Tu peux dire non sans perdre ton cap. Et si tu veux un exercice simple à faire dès cette semaine, repère ton dernier sugar cookie. C'est-à-dire un moment où tu t'es senti injustement traité, pas reconnu, voire même piégé. Et pose-toi cette question. Est-ce que je suis encore en train de vivre cette scène dans ma tête? Ou est-ce que j'ai déjà repris l'action? Si tu es encore dans la scène, alors tu sais ce que tu as à faire. Revenir au contrôle, revenir à la décision et revenir au mouvement. Arrête de regarder derrière toi et avance. Cette fois, tu as compris quelque chose de fondamental. La constance te rend fiable, la cohésion te rend puissant et la justice de jugement te rend juste. Mais maintenant, il va parler de l'échec. Et pas de l'échec théorique, de l'échec qui fait mal. McRaven appelle ça The Circus. Et tu vas voir, dans sa logique, l'échec n'est pas une humiliation, c'est un entraînement. Alors écoute bien la suite. Every day during training, you were challenged with multiple physical events, long runs, long swims, obstacle courses, hours of calisthenics, something designed to test your mettle. Every event had standards, times you had to meet. If you failed to meet those times, those standards, your name was posted on a list, and at the end of the day, those on the list were invited to a circus. A circus was 2 hours of additional calisthenics, designed to wear you down, to break your spirit, to force you to quit. No one wanted a circus. A circus meant that for that day, you didn't measure up. A circus meant more fatigue, and more fatigue meant that the following day would be more difficult, and more circuses were likely. But at some time during SEAL training, everyone made the circus list. But an interesting thing happened to those who were constantly on the list. Over time, those students who did 2 hours of extra calisthenics got stronger and stronger. The pain of the circuses built inner strength and physical resiliency. Life is filled with circuses. You will fail. You will likely fail often. It will be painful. It will be discouraging. At times, it will test you to your very core. But if you want to change the world, don't be afraid of the circuses. Là, il vient de te donner une leçon que la plupart des organisations ont complètement oubliée. Il te dit, tu vas échouer, souvent, et ça va piquer. Mais il ajoute quelque chose de très important. Tout le monde passe par là. Tout le monde finit sur la liste. Et ça, en leadership, c'est un point clé. Parce qu'il y a 2 types de cultures. Il y a les cultures où l'échec est un verdict, c'est-à-dire tu n'es pas à la hauteur, et il y a les cultures où l'échec est un entraînement. Ok, tu n'as pas encore la maîtrise, mais tu vas la construire. Et je sais pas pour vous, mais j'ai quand même une appétence pour la deuxième version. McRaven appelle ça The Circus. Dans ton monde à toi, le cirque, ça peut être un projet qui tourne mal, une prise de parole ratée, une réunion où tu n'as pas su trancher, une décision contestée, un objectif non atteint, voire même encore un feedback qui te fait mal ou un moment où tu te dis « là j'ai été mauvais ». Et là, ce que font beaucoup de gens, beaucoup de gens, c'est qu'ils confondent le résultat et l'identité. Ils ne se disent pas « j'ai échoué », ils se disent « je suis un échec, je suis mauvais ». Et quand tu te colles ça, tu changes ton comportement, tu te protèges, tu évites, tu deviens prudent, tu deviens tiède et tu perds ta trajectoire. Ce que lui te dit, c'est l'inverse. L'échec fait partie du chemin, mais à une condition, que tu ne t'en serves pas pour te détruire, mais pour te renforcer. La nuance est puissante. Regarde bien ce passage. Il dit que ceux qui étaient souvent au cirque devenaient stronger and stronger. Pourquoi? De plus en plus fort. Parce que le cirque, c'est de la répétition sous contrainte. C'est l'entraînement quand tu n'as plus envie. C'est la construction de la résistance. C'est là que tu bâtis ce qui va te servir le jour où tu n'as plus du tout de marge. En management, c'est pareil. Une équipe progresse moins grâce au moment où tout va bien que grâce à la manière dont elle traite les moments où tout va mal. Donc, traduction leadership très concrète. Quand ça rate, un leader fait 3 choses. Il nomme le réel sans dramatiser. Il transforme en apprentissage précis, pas en culpabilité générale. Et il remet l'équipe en mouvement rapidement, même par de petits pas successifs. C'est exactement ça la différence entre une organisation qui apprend et une organisation qui se crispe. Et là, je te donne le garde-fou parce que c'est important. Ne pas avoir peur du cirque ne veut pas dire accepter n'importe quel cirque.
Il y a des cirques qui forment et il y a des cirques qui cassent. Un entraînement exigeant, oui. L'humiliation, non. La progression par l'effort, oui. La violence gratuite, non. Parce que dans le réel, quand tu casses les gens, tu ne construis pas de la résilience, tu construis de la peur. Et la peur, ça ment, ça cache, ça triche, ça dégrade et ça fuit. Donc la bonne lecture, c'est cherche la difficulté qui te fait grandir, pas la souffrance qui te détruit. Et si tu veux un exercice très simple à appliquer, là encore, prends ton dernier cirque par hasard dans ton organisation, quelque chose que tu as raté ou qui t'a mis en échec, et pose-toi une question courte. Qu'est-ce que ça m'a appris exactement? Qu'est-ce que je peux réutiliser demain? Pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que ça m'a appris exactement? Si tu fais ce basculement, tu sors de la honte, tu entres dans la maîtrise. Et maintenant, tu vas voir la suite. Il passe de l'échec à un autre thème très utile, que beaucoup de leaders confondent avec de la prise de risque gratuite. At least twice a week, the trainees were required to run the obstacle course. The obstacle course contained 25 obstacles, including a 10-foot wall, a 30-foot cargo net, a barbed wire crawl, to name a few. But the most challenging obstacle was the slide for life. It had a 3-level, 30-foot tower at one end and a 1-level tower at the other. In between was a 200-foot-long rope. You had to climb the 3-tiered tower, and once at the top, you grabbed the rope, swung underneath the rope, and pulled yourself hand over hand until you got to the other end. The record for the obstacle course had stood for years when my class began in 1977. The record seemed unbeatable until one day a student decided to go down the slide for life head first. Instead of swinging his body underneath the rope and inching his way down, he bravely mounted the top of the rope and thrust himself forward. It was a dangerous move, seemingly foolish and fraught with risk. Failure could mean injury and being dropped from the course. Without hesitation, the student slid down the rope perilously fast. Instead of several minutes, it only took him half that time. And by the end of the course, he had broken the record. If you want to change the world, sometimes you have to slide down the obstacles head first. Là, il est en train de te dire quelque chose de très précis. Et ça vaut de l'or en leadership. Ce n'est pas prendre des risques au sens vague. Ce n'est pas sois un fou furieux. C'est plutôt, parfois, le mode d'emploi te limite. Tu peux avoir une équipe très compétente, très disciplinée, très solide. Mais si tout le monde suit exactement le même schéma, tu plafonnes. Tu fais comme il faut, mais tu ne changes rien. Et ce qu'il raconte avec ce gars qui descend la tête la première, c'est une leçon sur l'audace intelligente. Parce qu'il ne change pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B. Ce qui change, c'est la méthode. Et dans la vraie vie, c'est souvent là que tout se joue. Tu veux un meilleur résultat? Tu as deux options. Travailler plus fort ou travailler autrement. Beaucoup de gens ne savent faire que la première. Et ils s'épuisent. Ils serrent les dents, ils rament plus. Parfois ça marche. Mais parfois ça ne suffit pas. Parce que le système est mal conçu ou parce que la méthode est dépassée. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait dire « Ok, on garde le cap, mais on change la manière ». Alors, traduction très concrète, dans ton quotidien, descendre tête la première, ça peut être arrêter les réunions de 45 minutes pour les remplacer par 10 minutes d'alignement net avec une décision claire. Changer la façon dont tu fais un compte-rendu. Moins de blabla, plus de faits, plus de décisions, plus de responsabilités. Ça peut être aussi oser un format plus direct avec ton équipe. Une priorité, un obstacle, une décision. Ou même dans ta vie perso, arrête de te dire « je vais m'y mettre quand j'aurai le temps » et crée un créneau fixe, court mais non négociable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une rupture de script. Et là, je te donne le garde-fou aussi, parce que c'est crucial. Head first, ça ne veut pas dire n'importe comment. Le risque en leadership, ce n'est pas de tenter une nouvelle méthode. Le vrai risque, c'est de le faire sans lucidité, sans marge et surtout sans plan B. Donc, la bonne version de cette leçon, c'est ose, mais structure avec ton audace. Avant de changer une méthode, pose-toi 3 questions simples. Qu'est-ce que je veux améliorer précisément? Qu'est-ce que je peux tester en petit sans mettre tout le monde en danger? Et enfin, qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Si tu as ces 3 réponses, tu peux innover sans jouer au super-héros. Là encore, un petit exercice. Prends un irritant dans ton quotidien, un truc qui te fait perdre du temps, de l'énergie ou qui crée de la confusion. Et demande-toi, est-ce que je peux changer la méthode sans changer l'objectif? Souvent, la réponse est oui. Et souvent, c'est là que tu récupères de la puissance. Ok, donc tu vois le fil, on construit progressivement quelque chose de très solide. On a commencé par la constance, on a installé la cohésion, on a appris à juger juste, on a traversé l'injustice, on a domestiqué l'échec, et maintenant on touche à l'audace structurée. Et tout ça prépare la suite, parce que maintenant il va te parler des requins. Et là encore il faut le savoir, les requins, ce n'est pas une histoire de mer, c'est une histoire de peur, et de la manière dont un leader tient sa ligne quand quelqu'un ou quelque chose essaye de te faire couler.
Alors écoute bien la séquence suivante. During the land warfare phase of training, the students are flown out to San Clemente Island, which lies off the coast of San Diego. The waters off San Clemente are a breeding ground for the great white sharks. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Là, on arrive sur une métaphore qui parle à tout le monde, même si on n'a jamais mis un pied dans l'océan. Les sharks, dans la vraie vie, ce ne sont pas des animaux, ce sont des peurs. Et souvent, ce sont des gens. C'est le rapport de force, c'est l'intimidation ou encore la pression sociale. Mais ça peut aussi être celui qui parle plus fort que les autres, celui qui te coupe, qui te rabaisse, qui t'installe une menace implicite. C'est aussi parfois un système, comme une norme absurde, une culture toxique, ou une ambiance où tout le monde se tait parce que ça a toujours été comme ça. Et ça, vous l'avez tous entendu. Et ce que McRaven dit de très précis, stand your ground, tiens ta position. En leadership, ça veut dire une chose, le courage commence par une limite claire. Pas un discours, pas une posture, une limite. Parce que la peur a une mécanique simple. Plus tu recules, plus elle avance. Plus tu évites, plus elle grossit. Et plus tu laisses l'intimidation décider, plus tu perds ton autorité intérieure, puis ton autorité extérieure. Donc sa leçon, ce n'est pas deviens agressif, c'est ne te laisse pas déplacer. Dans une équipe, un leader n'est pas celui qui se met en colère, c'est celui qui sait rester droit, calme, lisible et qui tient une ligne quand la pression monte. Et attention, c'est là que cette séquence devient très utile pour le grand public. Parce que ne pas reculer, ce n'est pas réservé aux situations extrêmes. Ça peut être au travail, dire non à une dérive qui abîme l'équipe par exemple. Ça peut être refuser un comportement humiliant en réunion. Ça peut être recadrer quelqu'un sans violence juste avec une phrase nette. Ça peut être, dans ta vie perso aussi, ne plus tolérer une relation qui te bouffe, une situation qui te tire vers le bas, ou une habitude qui te vole ton énergie. Et maintenant voyons un point clé que beaucoup ratent. Comment on tient tête sans tomber dans le conflit permanent? Pas évident ça. Parce que si tu prends cette leçon au premier degré, tu peux te fabriquer un personnage. Moi, je ne recule jamais, je deviens dur, rigide, agressif, je suis un cow-boy. C'est pas ça le leadership, pas du tout. Le leadership, c'est d'être ferme sur la limite et calme dans la manière. Et ça impressionne bien plus que n'importe quelle démonstration de force. Donc traduction simple et actionnable, la prochaine fois que tu fais face à un shark, un requin, ne cherche pas une grande phrase. Cherche une phrase courte, claire, non négociable, et prononce-la sans monter en tension. Un exemple de structure qui marche presque partout, par exemple. Stop. Là, ça ne convient pas. On revient au sujet. Ou encore, par exemple, je t'entends, et en revanche, on ne parle pas comme ça ici. Autre version aussi. Non, pas comme ça. On reprend proprement. Tu remarques la logique? Peu de mots, c'est saccadé, zéro justification interminable et un retour immédiat au cadre. Et c'est exactement stand your ground. Et le garde-fou indispensable pour cette leçon. Don't back down from the sharks. Ça ne veut pas dire reste au milieu de l'eau toute ta vie. Dans la vraie vie, il y a les environnements où le courage n'est plus de tenir, mais de partir. Et oui, un leader courageux n'est pas seulement celui qui encaisse, c'est celui qui choisit ses combats, protège son intégrité et protège son équipe. Donc la bonne lecture, c'est ne pas reculer face à l'intimidation, mais rester lucide sur le terrain. Vaste leçon. Maintenant, tu vas avoir une séquence encore plus profonde, parce qu'il va parler d'un endroit où la lumière disparaît complètement. Under the kill. Et là, il touche une compétence rare. Être à ton meilleur dans les moments sombres. Écoute bien, parce que ça, c'est le cœur du courage calme. As Navy SEALs, one of our jobs is to conduct underwater attacks against enemy shipping. We practice this technique extensively during training. The ship attack mission is where a pair of SEAL divers is dropped off outside an enemy harbor and then swims well over 2 miles underwater, using nothing but a depth gauge and a compass to get to the target. During the entire swim, even well below the surface, there is some light that comes through.
It is comforting to know that there is open water above you. But as you approach the ship, which is tied to a pier, the light begins to fade. The steel structure of the ship blocks the moonlight. It blocks the surrounding street lamps. It blocks all ambient light. To be successful in your mission, you have to swim under the ship and find the keel, the center line, and the deepest part of the ship. This is your objective. But the keel is also the darkest part of the ship, where you cannot see your hand in front of your face, where the noise from the ship's machinery is deafening, and where it gets to be easily disoriented, and you can fail. Every SEAL knows that under the keel, at that darkest moment of the mission, is a time when you need to be calm, when you must be calm, when you must be composed, when all your tactical skills, your physical power, and your inner strength must be brought to bear. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moments. Là, on arrive sur un point que je trouve capital, parce que c'est exactement l'endroit où beaucoup de leaders se révèlent, ou se trahissent. Il dit, quand ça devient sombre, quand tu ne vois plus clair, quand tu es désorienté, quand tu entends le bruit, ou encore quand tu sens la pression, c'est là que tu dois être à ton meilleur. Et ça, dans la vraie vie, ça ne ressemble pas à un film. Ça ressemble à une situation où tout le monde te regarde, où toi-même, intérieurement, tu sens que tu perds un peu tes repères. Une crise, une décision urgente, un conflit, un imprévu, un accident, un échec qui arrive au pire moment, une annonce difficile, une réunion où tu sens que ça part en vrille. Et là, la tentation naturelle, c'est de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Tu accélères, tu parles trop, tu te justifies, tu t'énerves, tu contrôles, tu t'agites, alors que lui, il te dit « compose-toi, calme-toi, redeviens lisible ». Parce qu'en leadership, quand c'est sombre, ton équipe ne cherche pas un héros, pas un super-héros, elle cherche un repère. La première, c'est ralentir avant d'agir. Pas ralentir le monde, ralentir toi-même. Une respiration, une seconde, un silence court. Parce que si tu te laisses aspirer par l'urgence émotionnelle, tu vas décider vite, et a priori forcément mal. La deuxième, c'est de revenir aux faits. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui est vérifié? Dans le noir, l'imagination fabrique des monstres. Les faits remettent de la lumière. La troisième, c'est annoncer une prochaine action claire. Même si elle est petite, même si elle est provisoire. Parce que l'action redonne de la stabilité. Voilà ce qu'on fait maintenant, voilà qui fait quoi, voilà quand on se reparle. Tu viens de le voir, ce n'est pas être fort, c'est être structuré. On en vient au garde-fou là aussi parce qu'il est essentiel. Beaucoup de gens confondent être calme et être froid. Ils se ferment, ils se coupent, ils deviennent durs. Ce n'est pas ça. Être calme, ce n'est pas rien ressentir. C'est ressentir, mais ne pas laisser l'émotion piloter la décision. Tu peux dire par exemple, je sais que c'est dur. Tu peux reconnaître la peur, la fatigue, l'injustice. Mais tu restes le point fixe, tu restes lisible, tu restes dans l'action. Et si tu veux un outil ultra simple, utilisable partout, garde cette mini-séquence en tête pour les moments entre guillemets sous la quille, comme il le dit. Stop, je fais le point, je décide la prochaine action. Tu peux même le dire à voix haute en réunion si besoin. Ok, stop, on fait le point sur les faits, ensuite on décide à la prochaine action qu'on va mener. Tu verras, ça recentre tout le monde. On passe maintenant à une séquence qui paraît presque décalée, mais qui est probablement l'une des plus puissantes du discours parce qu'elle parle d'un levier que tout le monde sous-estime, l'espoir. Il va te raconter la boue, la nuit, le froid et le chant. Et tu vas comprendre un truc. Parfois, le leadership, ce n'est pas trouver une solution, c'est de remettre du futur dans le présent. Alors écoute bien la suite. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud
it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two, and two became three, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted. And somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start singing when you're up to your neck in mud. Là, on touche un levier de leadership que beaucoup de gens méprisent, parce qu'ils le prennent pour du feel-good, alors que c'est une mécanique de survie collective. Ce qu'il décrit, ce n'est pas chanter pour être content, c'est créer de l'espoir quand tout pousse à abandonner. Et ça, je vais te le dire très simplement, l'espoir, ce n'est pas un sentiment, c'est un acte qui remet du futur dans le présent, un acte qui dit, on ne sait pas tout, on n'a pas tout, mais on continue, ensemble, et on tient jusqu'au matin. Tu as probablement déjà vécu ça, même si tu n'as jamais fait le Hell Week comme le font les Navy Seals. Tu l'as vécu quand une équipe est à bout d'un dossier interminable, quand ça n'avance pas, quand il n'y a que des problèmes, quand la pression monte, quand les gens commencent à dire « ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas, on va se faire défoncer, c'est mort ». Et là, un leader a deux options. Option 1, il se met à pousser encore plus fort. Il met la pression, il serre la vis et il parle d'objectifs. Parfois, ça marche, mais souvent, quand les gens sont déjà dans la boue, ça les enfonce encore plus et ça finit très mal, très très mal. L'option 2, il remet de la respiration, du sens, du collectif et du futur. Pas en faisant des promesses magiques, en donnant un signal simple. On tient et voilà comment. Et ce chant, dans la vraie vie, c'est quoi? C'est un message clair qui reconnaît la difficulté sans dramatiser. C'est une petite victoire qu'on rend visible. C'est un merci précis sur un effort réel. C'est une manière de rappeler, on avance, même si c'est lent. C'est parfois de l'humour au bon moment, mais pas pour nier la réalité, mais pour l'empêcher de nous écraser. Et surtout, c'est un truc très important, ça se transmet. Tu as entendu? One voice became two, two became three, everyone. C'est ça le leadership, une énergie qui se propage. Et je veux que tu retiennes une idée très simple. Quand ça va mal, les gens n'ont pas seulement besoin de solutions, ils ont besoin de croire qu'ils peuvent tenir jusqu'à la solution. Donc traduction très concrète encore une fois. La prochaine fois que ton équipe est dans la boue, ne cherche pas forcément un grand plan parfait. Cherche un acte d'espoir. Un acte d'espoir, c'est dire où on en est, en vrai, et sans maquiller. Dire ce qu'on fait maintenant, même si c'est petit. Et dire quand on reverra la situation, pour ne pas laisser les gens seuls dans le flou. Tu vois la structure? Réel, action, prochain point. Et c'est incroyablement apaisant. Le garde-fou maintenant, parce que là aussi on peut tomber dans une caricature. L'espoir ne doit jamais devenir du déni. Le chant, ce n'est pas tout va bien. Le chant, c'est dur, mais on tient. Donc si tu veux bien faire, n'invente pas une positivité artificielle. Ne dis pas simplement ça va le faire si tu n'en sais rien. Dis on va faire notre part et on va traverser la nuit ensemble. C'est ça qui crée la confiance. Et maintenant on arrive au dernier moment du discours. Et ce dernier moment, c'est celui que tout le monde retient. La cloche. Mais je te préviens, si tu l'écoutes comme un simple n'abandonne jamais, tu rates encore l'essentiel. Parce que derrière la cloche, il y a une notion très profonde, l'engagement. Et juste après cette séquence, je te donne la clé finale. La formule qui te permet de retenir toute l'architecture et de la réutiliser pour tout. Alors écoute bien. Finally, in SEAL training, there's a bell. A brass bell that hangs in the center of the compound for all the students to see. All you have to do to quit is ring the bell. Ring the bell, and you no longer have to wake up at 5 o'clock. Ring the bell, and you no longer have to be in the freezing cold swims. Ring the bell, and you no longer have to do the runs, the obstacle course, the PT, and you no longer have to endure the hardships of training. All you have to do is ring the bell to get out. If you want to change the world, don't ever ring the bell. Ok, là on est au cœur de ce qui fait pleurer, de ce qui fait vibrer, de ce qui fait vidéo motivation en fait. Mais nous, on va le prendre autrement. Parce que la cloche, ce n'est pas une injonction à souffrir. Ce n'est pas « tiens bon quoi qu'il arrive ». Ce n'est pas « ne renonce jamais » version slogan. La cloche, c'est un symbole d'engagement. Et un leader, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre deux choses.
abandonner par fatigue émotionnelle et changer de route par lucidité. Ce que McRaven vise ici, ce n'est pas la lucidité, c'est la fuite. La cloche, c'est le moment où tu veux arrêter juste pour ne pas ressentir l'inconfort, juste pour ne pas avoir mal, juste pour ne plus être exposé, juste pour ne plus douter. Et ça concerne tout le monde. Au travail, la cloche, ce n'est pas forcément une démission. C'est parfois renoncer à ton niveau d'exigence. C'est parfois arrêter de dire les choses. C'est parfois te trahir un peu chaque semaine jusqu'à devenir tiède, avec l'impression de perdre ton âme. C'est parfois abandonner un projet qui compte pour toi parce que tu as peur d'être jugé. Dans ta vie, la cloche, c'est parfois arrêter une bonne habitude parce que tu n'as pas vu de résultat au bout de 10 jours. C'est aussi parfois renoncer à une ambition parce que c'est long, parce que c'est flou, parce que c'est ingrat. Donc sa leçon, ce n'est pas tiens bon. Sa leçon, c'est ne te laisse pas gouverner par l'inconfort. Et là, je te donne encore une lecture de leadership très précise. Dans une équipe, l'engagement ne vient pas de la motivation. Il vient de la cohérence. Les gens s'engagent quand ils sentent que ça a du sens, que c'est juste et que c'est tenu. Et ils se désengagent quand ils sentent que c'est incohérent, injuste et forcément instable. Donc si toi, comme leader, tu sonnes la cloche à chaque difficulté, ton équipe apprend un truc. Quand c'est dur, on recule. Et ça, c'est contagieux. Mais si tu tiens ton engagement de manière lisible, alors tu transmets autre chose. Quand c'est dur, on revient à la méthode. Et ça construit des équipes solides. Comme à chaque fois, le garde-fou indispensable. Ne pas sonner la cloche ne veut pas dire s'acharner. Ne veut pas dire s'abîmer. Ne veut pas dire rester dans un environnement toxique au nom du courage. Loin de là. Le courage, ce n'est pas de rester dans la destruction. Le courage, c'est de choisir. Et parfois, le choix courageux, c'est de quitter un terrain qui te broie. Donc la bonne lecture, elle est simple. Ne renonce pas sous l'effet de l'émotion, mais reste lucide sur le terrain. To the class of 2014, you are moments away from graduating, moments away from beginning your journey through life, moments away from starting to change the world for the better. It will not be easy, but you are the class of 2014, the class that can affect the lives of 800 million people in the next century. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Thank you very much. Hook 'em horns. À présent, comme promis, je te donne la clé finale. Parce que si tu as écouté tout ça comme 10 leçons séparées, tu as raté le système. Ce discours, en réalité, tient en 3 étages. Et si tu retiens ces 3 étages, tu peux l'appliquer partout et tout le temps. Premier étage, c'est la constance. C'est là qu'on a mis faire son lit, l'idée des fondamentaux et la capacité à rester stable, même quand c'est injuste. La constance, c'est la fiabilité rendue visible. Deuxième étage, la cohésion. Le bateau, la synchronisation, la façon dont tu juges la valeur des gens, la manière dont tu empêches le cynisme de casser le collectif et même le chant dans la boue. La cohésion, c'est un groupe qui avance au même rythme vers un même cap. Troisième étage, le courage. C'est le cirque, l'audace, les requins, la quille, la cloche. Le courage, ce n'est pas avoir peur de rien, c'est tenir la ligne quand ça devient sombre sans perdre la méthode. Et maintenant, la formule pour ne jamais l'oublier et pour t'en servir comme grille de lecture dans ta vie et dans ton management. Tu l'auras trouvé, c'est les 3 C, et oui, constance, cohésion, courage, les 3 C. La plupart des gens veulent du courage tout de suite. Ils veulent être forts, inspirants, décisifs, leaders. Mais le courage sans constance, c'est du bruit. Et le courage sans cohésion, c'est du sacrifice inutile. Donc si tu veux vraiment changer de trajectoire, commence par là. Choisis un geste de constance dès demain matin, un seul. Choisis un rituel de cohésion cette semaine, même minimal. Et choisis un acte de courage avant la fin du mois. Une limite, une décision, une action que tu repousses. Et tu verras que tu ne dépendras plus d'une vidéo pour te motiver. Tu seras dans la conduite, dans la méthode, dans le leadership. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette grille de lecture t'a apporté quelque chose, je te propose 3 choses très simples. D'abord, dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus parlé. Et surtout laquelle tu vas appliquer dès demain. Pas celle que tu préfères, celle que tu vas vraiment mettre en action. Ensuite, si tu connais quelqu'un qui a besoin de reprendre du cadre, de la cohésion ou du courage en ce moment, partage-lui cette vidéo, pas pour motiver, mais pour lui donner une méthode. Et enfin, si tu veux que je continue ce format à décortiquer des discours célèbres avec une lecture leadership concrète, abonne-toi, active la cloche et dis-le-moi dans les commentaires. Comme ça, tu ne rates pas la prochaine analyse. Merci encore d'avoir regardé et rappelle-toi, ce n'est pas l'inspiration qui change une trajectoire, c'est ce que tu fais demain matin, concrètement.
À bientôt.